BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, merci d'être avec nous. On va parler du carton plein pour les ETF Bitcoin Spot, mais pas que, les ETF aussi Ethereum Spot qui se réveillent fortement. On en parlera notamment avec Jérémy Louescon. Bonjour Jérémy, responsable éditorial chez CoinShares. Et puis, on fera un peu le bilan de l'industrie Web3 pour cette année 2024 et un petit peu les prévisions qu'on peut faire pour l'année à venir en 2025. Et puis, on parlera des fameux cycles, tous ces cycles qui se succèdent. Comment s'adaptent les fonds crypto, ces fameux VC, notamment avec Marguerite de Taverneau. Bonjour Marguerite, directrice du fonds Ledger Cathay. Et puis on parlera de la place d'Ethereum dans ce marché, alors que Bitcoin continue de battre des records, ne s'arrête pas de monter. Ethereum se réveille un petit peu et on va voir tout simplement quelle est la roadmap et quelle place il peut prendre, notamment dans le cycle crypto à venir. D'abord, je propose, Marguerite, qu'on commence à faire un petit peu le point sur cette année 2024 qui est bientôt terminée. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie Web3, qu'est-ce qu'il y a à retenir et surtout, comment vous, les fonds Web3, vous êtes adaptés, comment est-ce que vous avez vécu cette année tout simplement ? Oui, on a eu une année qui a été assez intense et tumultueuse. On a eu un beau bear market qu'on connaît tous qui a été assez long. Le bear market étant la période où le Bitcoin n'est pas particulièrement haut et où le marché prend un petit peu de temps à prendre. Les derniers mois ont été particulièrement positifs. L'élection de Donald Trump a notamment aidé à apporter un souffle un petit peu plus positif sur l'industrie. On perçoit probablement une dérégulation au niveau des États-Unis, mais surtout l'année a commencé par l'approbation des Bitcoin Spot ETF et qui a été suivie un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, par l'approbation des Ethereum ETF. Et en fait, les ETF ont été accompagnés d'une adoption un petit peu plus massive des crypto-monnaies, puisque maintenant des investisseurs peuvent être exposés au cours des crypto-monnaies sans posséder eux-mêmes de ce qu'on appelle de wallet, donc de portefeuille digital. Et ça, très concrètement, pour un fonds, pour un VC crypto comme vous, est-ce que ça change votre stratégie ? Est-ce qu'avec des nouveaux produits d'investissement comme ça qui sont créés aux États-Unis, donc vous l'avez dit, en janvier ETF Bitcoin Spot, en juillet ETF Ethereum Spot, est-ce que ça change votre stratégie ? En fait, ça accompagne notre stratégie énormément. Par rapport au fonds Ledger Cathay, nous, ça l'a articulé puisqu'on s'est recentralisé autour de tout ce qui est assets financiers. Puisque avec l'approbation des ETF, en fait, ça permet une institutionnalisation du Bitcoin. Ça permet de voir des géants de la finance traditionnelle s'exposer davantage aux crypto-monnaies. On l'a vu avec des BlackRock, avec des Grayscale, avec des JP Morgan. Et en fait, du coup, ça accompagne une plus grande création du marché de la crypto. Et donc, nous, pour les boîtes de notre portfolio, ça leur permet d'avoir davantage de revenus, d'avoir davantage de business. Et nous, ça nous a fait simplement nous recentraliser sur le secteur financier, donc où comment la technologie de la blockchain peut être appliquée à l'industrie financière en lui permettant d'être plus efficace, plus transparente et plus accessible également, ou en utilisant des mécanismes de la finance traditionnelle qui, eux, peuvent être appliqués au marché de la crypto. Donc, par exemple, on a investi dans Flodesk, comme je le disais. Flodesk fait du que vous avez annoncé ici, d'ailleurs, dans cette émission. Voilà. Ici, exactement, sur ce plateau. Et donc, en fait, on voit aussi beaucoup de mécanismes de la finance traditionnelle qui peuvent être appliqués au marché naissant de la crypto. Et donc, il y a des ponts beaucoup plus évidents à faire qu'on l'avait anticipé auparavant. Bon, Jérémy, on voit clairement que ça change les choses, que ça bouleverse tout le monde financier au global. Mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu quand même sur les performances assez impressionnantes de ces ETF ? Est-ce que vous avez quelques chiffres ou quelques ordres de grandeur à nous donner aujourd'hui ? Non, mais Marguerite a déjà dit beaucoup de choses et le principal, en effet, l'autorisation aux États-Unis des ETF spot, Bitcoin, puis par la suite Ether, a été un énorme catalyseur et plus particulièrement celle des ETF Bitcoin, puisque là on parle aujourd'hui, on est combien, le 17 décembre Absolument, on est le 17 décembre. 17 décembre, voilà. On est à peu près à 37 milliards de dollars injectés sur les ETF crypto aux États-Unis, dont 35 pour les seuls Bitcoin. Ether a pris du retard, non seulement d'ailleurs parce qu'il y a eu tout simplement une autorisation plus tardive, mais aussi parce que la masse, le montant le plus important
d'argent s'est forcément orienté sur les ETF Bitcoin. Néanmoins, l'Ether est en train de rattraper ce retard. Alors, il n'atteindra pas probablement le même niveau que les ETF Bitcoin. Néanmoins, on se rend compte que ces produits-là gagnent un petit peu de traction. CoinShares en fait partie puisque, comme vous le savez, on est maintenant un émetteur d'ETF Bitcoin aux États-Unis depuis l'acquisition de Valkyrie. Mais c'est vraiment BlackRock qui est le leader dominant sur le marché américain. Et pour le moment, en tout cas, on peut voir qu'il y a une soif du côté des institutionnels, mais aussi du côté des particuliers. Comme Marguerite l'a dit, c'est aussi une manière de s'exposer au Bitcoin. Non seulement, d'ailleurs, parce que ça facilite cette acquisition-là, cette détention-là, son wallet, mais aussi parce que ça permet tout simplement d'investir à travers des plans d'épargne, à travers des comptes d'épargne et des comptes d'entreprise. Donc voilà, ça facilite énormément la chose. En sachant également que c'est une infrastructure qui existe aussi sur le marché européen avec les ETP. Là, pour le coup, CoinShares domine le marché. Alors, les ETP qui sont la version tout simplement américaine des ETF, c'est presque... On peut rappeler rapidement ce que c'est, oui, un ETP en fait, chez nous en Europe. En fait, c'est un abus de langage de parler d'ETF, comme on le dit pour les Américains. Les ETF sont des ETP, donc des produits qu'on échange en bourse. Normalement, un ETF doit être diversifié si on prend sur la réglementation européenne qui est UCITS. Comme il n'y a qu'un seul sous-jacent derrière ces ETF-là, ce sont des ETP, donc des produits qu'on échange tout simplement sur les marchés boursiers. Et là, en l'occurrence, nous, comme CoinShares, on commercialise des produits Bitcoin, des produits Ethereum avec staking d'ailleurs. Et ce qui permet à n'importe qui également, à n'importe quel investisseur de s'exposer à ce marché-là. Voilà, et c'est ce pourquoi on n'a pas d'ETF effectivement Bitcoin Spot ou Ethereum Spot chez nous en Europe, parce qu'il faut plusieurs sous-jacents derrière, et c'est pas la même législation aux États-Unis. Il y a une rumeur, question que je vous pose un peu à tous les deux, il y a une rumeur qui court comme quoi il y aurait peut-être finalement des ETF Bitcoin Spot ou Ethereum Spot, voire d'autres cryptos, on ne sait pas, en Europe. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que tout simplement cette régulation pourrait changer tout simplement, Jérémy? Moi, j'ai lu la presse comme vous et mes ex-chers confrères du Monde et de The Big Well, qu'on salue également. Pour le coup, on n'a pas vraiment plus de détails que vous. BlackRock serait bien inspiré en effet d'investir le marché européen. C'est un marché qui est mature, quoi qu'il en soit. En revanche, s'ils venaient à commercialiser leurs produits actuels, l'IBIT notamment pour Bitcoin, tout simplement sur le marché européen, eh bien, ça serait un ETP comme CoinShares en fait. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça serait exactement le même véhicule. Je doute que BlackRock investisse ce marché-là avec un nouveau produit. Fidelity ou encore Invesco ont déjà tenté, sont un petit peu cassés les dents. Là, en l'occurrence, on penche plutôt sur le fait que BlackRock transfère l'IBIT ou commercialise l'IBIT également sur une place européenne. En l'occurrence, la véritable question, c'est est-ce que la réglementation va permettre à des fonds UCITS de s'exposer sur ces produits-là? Pour le moment, c'est pas le cas. Nous, on penche aussi pour cette orientation. CoinShares a participé à la concertation organisée par l'ESMA sur cette éventuelle évolution de la réglementation-là. Et on serait tout simplement... cette évolution serait bienvenue aussi de notre côté. Et en ce qui concerne l'arrivée de BlackRock sur le marché des cryptoactifs européens, quoi qu'il en soit, la concurrence est bienvenue. Nous, on a un historique qui parle pour nous. Ça sera difficile d'être aussi compétitif. Et quoi qu'il en soit, plus on est de fous et plus on rit. Jérémy, confiant. Marguerite, Jérémy a déjà dit pas mal de choses à ce sujet, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cette potentielle arrivée d'un ETF entre guillemets pur Bitcoin Spot ou Ethereum Spot sur le sol européen. Jérémy a résumé la situation. BlackRock est clairement le leader jusqu'à maintenant de par leur taille et de par leur AUM. Ils ont effectivement, enfin, on a tous lu la même rumeur en fait. Donc après, on est aussi très au clair sur la régulation européenne, sur MiCA, sur l'implémentation de MiCA, qui a commencé à se faire et qui va continuer à se faire jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc voilà, il y a un environnement régulatoire qui est très clair et auquel des acteurs comme BlackRock ne pourront pas écoper. Donc à voir comment ils naviguent cela. Bon, et c'est intéressant. Pour l'instant, on a un marché crypto qui fonctionne par cycle. Est-ce que ça changera demain? On ne sait pas, mais pour l'instant, ça fonctionne toujours comme ça. Marguerite, pour un fonds Web3 comme vous, Ledger Cathay, est-ce que vous adaptez vos stratégies d'investissement à chaque cycle? Est-ce que votre stratégie change? Ou finalement, vous dites non, pour nous, les cycles se répètent et on part du principe que ça va continuer, donc on garde un petit peu la même stratégie, entre guillemets? Alors en fait, il faut savoir déjà que les cycles existent dans le marché du capital risque traditionnel. Il se trouve que nous, Ledger Cathay, on opère dans l'industrie du Web3 spécifiquement, mais on fait du capital risque et dans l'activité de capital risque de manière générale, que ce soit dans de la tech ou dans le Web3, qui est une industrie encore plus naissante que la tech, même si on peut aussi argumenter là-dessus.
Il y a des cycles. C'est des cycles qui sont comparables à ceux du Web3. Enfin, comment ça fonctionne un petit peu? Tout à fait. Après, c'est des cycles qui sont peut-être un petit peu moins. L'intensité des cycles qu'on voit dans la crypto est plus forte que dans la tech de manière générale. Mais si on regarde l'industrie de la tech, tout simplement, en 2021, on a vu des valorisations de boîtes qui sont parties dans des niveaux stratosphériques sans que ce soit nécessairement corrélé au niveau de revenus ou à un bilan très sain des boîtes. Vous parlez des boîtes Web3 là? Non, des boîtes de la tech de manière générale en 2021. Okay. Il se trouve que ça se reflète, que ça se répercute, et je te laisse la parole dans une seconde, que ça se répercute évidemment du coup dans l'industrie Web3 et que l'industrie Web3 est en plus sujette au cycle de la crypto-monnaie et de l'évolution du prix de la crypto-monnaie, parce qu'il y a encore un sujet de confiance dans la crypto qui a du coup un impact sur l'intensité des cycles. Mais non, on l'a vu dans l'industrie de la tech, où on a vu des valorisations de boîtes qui étaient complètement décorrélées de leur niveau de revenus et de leur niveau de croissance, et où en fait, avant, la seule métrique, c'était la pure croissance d'une boîte en termes d'étendue du marché, mais en fait c'était pas forcément des business qui étaient très sains, et on voyait des boîtes qui brûlaient énormément de cash en étant en fait beaucoup trop dépendantes du capital injecté, et donc qui n'étaient pas capables ensuite de relever à des valorisations qui étaient à la hauteur de la valorisation précédente. Jérémy, on parle pas mal de bulles crypto, mais en fait on voit que ça ne concerne pas que les cryptos et qu'il y a aussi pas mal de bulles côté tech. Ah non, mais bien sûr, enfin, surtout côté tech, d'une manière générale, la crypto n'est qu'un exemple, mais j'avais même une question finalement pour Marguerite. Je voulais pas prendre du tout la parole, mais ma question c'était plutôt, est-ce que finalement ce bull market n'arrive pas trop tôt pour vous? Parce que finalement les marchés baissiers sont plutôt intéressants, je pense, en fait, en tant que VC pour investir, c'est là où les valorisations sont les plus raisonnables et là où vous avez le plus intérêt à investir, n'est-ce pas? En fait, il arrive à la fois au bon moment et effectivement un petit peu trop tôt. Il y a deux sujets. Le sujet de la valorisation, où effectivement nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on appelle donc les bear markets, qui sont les creux des cycles, restent très intéressants parce que c'est le moment où on peut voir déjà à quel point un business est sain, à quel point il arrive à traverser les bear markets et à quel point on est confiant dans la capacité des fondateurs et des équipes en place de traverser ces cycles-là, et donc de se concentrer sur les bonnes métriques dans la manière dont ils développent leur business. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de Flodesk, qui était un petit peu la facilité, et notre beau fleuron français également, on avait investi dans Flodesk au moment où c'était le bear market, et on a pu voir comment ils ont navigué ce marché-là de manière extrêmement saine et très impressionnante. Et du coup, on était très confiants de réinvestir derrière. On a augmenté notre taille de ticket. Et donc, en fait, ces marchés-là nous permettent aussi d'avoir le bon curseur en place et de ne pas se laisser avoir par une hype de marché qui peut être totalement biaisée, et où, en fait, il y a aussi un engouement qui n'est pas forcément le bon à avoir. Après, c'est que le bull market arrive quand même à un bon moment, dans le sens où ça nous permet aussi d'avoir des institutions qui rentrent sur le marché, à avoir des vagues d'adoption. Et nous, on a quand même, le fonds LedgerKT a été lancé il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. On a eu le temps en fait de définir notre thèse d'investissement. On a eu le temps de savoir sur quoi. Exactement. On a sécurisé notre agrément auprès de l'AMF, donc on est le seul fonds actif français maintenant à pouvoir investir dans des tokens. Et en fait, tout ça, on a pu se concentrer sur les fondamentaux, tandis que le marché était très très calme. Et maintenant, disons qu'on a mis les voiles et on est prêt pour le Vendée Globe, quoi. Magnifique, belle métaphore. D'ailleurs, votre façon d'investir dans les tokens, vous êtes un des seuls fonds à le faire. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, je vous propose d'écouter Yatsu, que j'ai eu la chance de rencontrer à la Binance Blockchain Week à Dubaï il y a quelques semaines. C'est le fondateur et CEO de Animoca, donc le premier fonds d'investissement Web3. Et on lui a un petit peu posé la question sur comment est-ce que on trouve les bons projets Web3 dans lesquels investir. Quelle est sa stratégie à lui? Je vous propose de l'écouter. J'examine la puissance des effets de réseau. Quand vous réfléchissez à la raison pour laquelle vous souhaitez posséder quelque chose dans un réseau fonctionnant sur une économie de token, tout tourne autour des effets de réseau. À quel point ces effets de réseau sont-ils profonds et puissants?
Si vous achetez des tokens comme BNB, Solana ou Ethereum, est-ce que vous les achetez parce qu'une seule entreprise les construit ou parce qu'il y a une communauté derrière? On parle souvent de communauté, mais qu'est-ce qu'une communauté au fond? Ce sont les effets de réseau. Donc, si vous pouvez mesurer et analyser la force de l'effet de réseau, ou peut-être le potentiel de cet effet, c'est-à-dire la valeur future, je pense que c'est la meilleure façon d'analyser la valeur d'un projet. Voilà, Jérémy Lebescon, merci à Clarea pour sa traduction. Et il a tout dit. Il regarde beaucoup les effets de réseau, les fameux effets de réseau quand il analyse un projet Web3. Il dit, voilà, pour moi, la valeur d'un projet Web3, c'est l'effet de réseau. Qu'est-ce qu'il entend par là? Oui, alors là, c'est là où je ne suis pas pour les anglicismes, mais néanmoins, en version anglaise, le network effect marche un petit peu mieux. Voilà, je n'osais pas le dire, mais bon. En français, voilà. Non, mais c'est tout simplement, alors là, on reconnaît bien la patte d'Animoca Brands, qui est donc un conglomérat hongkongais qui a investi dans 540 entreprises aujourd'hui au sein du Web3, mais aussi de l'intelligence artificielle et ailleurs, de la blockchain en général. Et c'est là, en effet, Animoca Brands essaye de créer un écosystème autour des mêmes technologies, autour de l'interopérabilité et autour tout simplement d'une technologie souveraine qui permet à chacun de ces projets-là d'être interconnectés. Donc c'est là où ça prend tout son sens. Après, il a dit beaucoup de choses et en même temps très peu de choses. Aujourd'hui, je pense qu'Animoca Brands accueille le marché aussi avec énormément aussi d'intérêt, puisque c'est vrai que le marché baissier a été aussi compliqué pour nombre de leurs entreprises et ils ont investi dans tellement d'entreprises qu'on s'est même demandé si c'était pas un petit peu parfois périlleux pour ce conglomérat-là. Néanmoins, quoi qu'il en soit, sa thèse d'investissement est très intéressante et Animoca Brands, heureusement qu'Animoca Brands a été là aussi pour supporter beaucoup de nouveaux projets, notamment francophones. Effectivement. Marguerite, vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais les effets de réseau sont vraiment des caractéristiques clés des projets qu'on regarde et notamment des projets tokens. Puisque en fait, lorsqu'un projet va émettre son jeton, donc son token, pareil, un bel anglicisme, en fait, l'idée est de ramener les utilisateurs sur leur réseau, et donc en fait, toute la notion d'effet de réseau est vraiment la valeur clé qui va, en tout cas, nous permettre d'évaluer le potentiel d'un projet crypto. Et ben justement, je le disais juste avant l'écoute de cette interview, vous êtes un des rares fonds qui investissent directement en token. Qu'est-ce que ça vous apporte d'investir directement en token, Marguerite, chez Ledger Cathay? Oui, en fait, ça nous permet, donc déjà chez Ledger Cathay, on fait les deux. Donc on investit dans des projets en equity qui sont des projets de capital risque classique et des projets token qui nous permettent en fait d'investir dans des projets qui sont fondamentaux dans l'infrastructure du réseau de la blockchain. Et donc, énormément de projets émettent leurs propres tokens pour attirer l'utilisation sur des réseaux spécifiques, que ce soit sur les réseaux Solana, sur les réseaux Ethereum, sur les réseaux Sui. On voit beaucoup de projets émerger et donc, nous pouvoir investir en tokens nous permet d'avoir une présence également sur ces projets qui ont lieu au niveau de l'infrastructure et donc des racines même de l'écosystème crypto. Pardon. Jérémy Lebescon. Non, mais c'est aussi une manière de participer activement finalement aussi à l'essence même du Web3 et pour rejoindre ce que disait Marguerite, mais aussi Yatsu aussi. Et là, pour le coup, je vais faire la promotion des produits CoinShares, mais tout simplement pour expliquer une chose. BlackRock a lancé un ETF Ether aux États-Unis, mais sans staking. Nous, on considère que ne pas mettre de staking dans un produit Ethereum, en fait, ça n'a pas de sens, parce que nous, on propose du staking parce qu'en Europe, c'est possible, tout simplement parce que ça permet de participer activement au réseau et d'être un acteur clé et de participer à la gouvernance du réseau. Et c'est ce que permet l'investissement en token et c'est ce que permet, c'est tout simplement ça, l'effet de réseau en blockchain, c'est de faire partie d'un réseau et à la gouvernance du projet de la blockchain. Bon, et puis on va parler d'une blockchain qui fait pas mal parler d'elle, puisque c'est la deuxième la plus capitalisée, juste derrière le Bitcoin, c'est Ethereum. Effectivement, on a eu des ETF spot Ether qui ont été acceptés en juillet aux États-Unis. Au début, ça n'a pas très bien marché, certainement parce que bon, le cas d'investissement Ethereum est peut-être plus compliqué à expliquer au grand public que celui de Bitcoin. Bitcoin a un peu volé la vedette, et là, ça se réveille. Et la question qu'on se pose, c'est, alors que Bitcoin s'envole, Ethereum monte aussi, mais pas complètement dans le même sillage, en tout cas pour l'instant. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est la place d'Ethereum dans ce marché-là, dans ce cycle-là aujourd'hui, Marguerite? Alors nous, on est très bullish, on est très optimiste sur le potentiel d'Ethereum et sur le futur et on pense que l'Ethereum a une valeur absolument fondamentale dans l'industrie de la crypto, puisque en fait Ethereum permet de construire des applications décentralisées sur son réseau. Là où Bitcoin aujourd'hui
est particulièrement apprécié pour sa valeur monétaire et pour sa valeur financière et sécurisée. Mais Ethereum, en fait, permet notamment de développer toutes les activités de finance décentralisée. Donc aujourd'hui, 70% de la finance décentralisée a lieu sur Ethereum. Il y a énormément de valeur créée sur ce réseau-là. En 2024, uniquement, je crois que c'était 50 milliards de valeur en dollars loqués sur Ethereum. Donc nous, on y croit énormément. Ça permet beaucoup d'interopérabilité. Ça permet en fait, ça permet au-delà de posséder vos jetons, ça vous permet de les... Il y a tout cet élément de composabilité. Donc ça vous permet de l'utiliser dans la finance décentralisée, donc d'utiliser vos Ethereum pour générer davantage de rendement, pour faire du lending, pour faire du borrowing, qui sont des anglicismes et qui sont utilisés sur les valeurs financières. Crypto, c'est un peu compliqué de parler français. Donc non, nous on est extrêmement optimiste là-dessus. On a fait d'ailleurs un investissement dans une boîte qui s'appelle Etherfi, qui fait du liquid restacking sur Ethereum. Donc on en avait parlé aussi ici. J'espère que tout le monde est resté pendant l'émission quand on a expliqué ça. Non mais en clair, ça permet de générer davantage de rendement et en fait ça vous permet d'avoir une utilité autre que simplement la valeur financière de votre jeton, et de l'utiliser dans une économie qui offre du coup différents pans de ce qu'on voit dans la finance traditionnelle et qui sont reproduits dans l'économie décentralisée de la crypto. Jérémy, est-ce que vous êtes aussi positif que Marguerite sur Ethereum, sachant qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de concurrents qui se développent, il y a aussi ce fameux trilemme de la blockchain, c'est compliqué d'avoir les trois à chaque fois. Comment est-ce que quelle place vous donnez à Ethereum dans ce marché-là qui est de plus en plus concurrentiel, tout simplement? Non, mais moi j'étais très dur avec Ethereum parce que c'est une blockchain programmable et qu'en effet, il y a beaucoup de concurrence. Mais en revanche, je suis vraiment d'accord avec Marguerite, Ethereum ne va pas disparaître. Aujourd'hui, c'est la blockchain qui bénéficie le plus d'effets de réseau en dehors de Bitcoin, justement, parce qu'elle l'a créé. C'est là où il y a le plus d'activités de développement. C'est là où les institutionnels, tout simplement, s'installent pour leurs fonds monétaires. On parlait de BlackRock tout à l'heure, mais voilà, il y en a d'autres aussi qui s'y installent. Visa l'utilise, JP Morgan l'utilise. Tout à fait, c'est plus de 50 milliards de dollars. C'est aussi tout un réseau de blockchains secondaires. Donc voilà, il y a plein de blockchains qui ont leur activité à part entière. Je vais éviter les anglicismes, mais les roll-up, etc., qui sont en fait tout un autre pan, qui sont véritablement sécurisés par Ethereum et sur laquelle il y a énormément d'activités également, de trading, de finance décentralisée, d'emprunts, de prêts, de crédits, qui se déroulent dessus pour le borrow lending. Ouais. Et voilà, Ethereum ne va pas disparaître. En revanche, en termes de cours, puisque c'est de ça dont vous parliez finalement en termes de retard par rapport à Bitcoin, je crois que c'est tout simplement parce que voilà, les ETF Bitcoin ont pris énormément de place. Les institutionnels voulaient s'accaparer cette or-là, cet or numérique, et désormais, maintenant, les regards se tournent un petit peu plus vers Ethereum, qui a un petit peu aussi souffert de l'effervescence autour des mêmes coins, notamment sur Solana, mais qui est en train de retomber. Là, on revient à des thèses un petit peu plus sérieuses, et Ethereum va revenir et va s'imposer naturellement. Il nous reste peu de temps, mais vous parliez tous les deux de finances décentralisées sur Ethereum. Est-ce que vous pensez que dans les prochains mois, notamment du côté des États-Unis, ça pourrait beaucoup bouger sur cette thématique-là, sachant qu'il y a le départ de Gary Gensler et il y a une nouvelle personne, plutôt pro-crypto à la place, qui pourrait justement laisser libre cours au développement de cette finance-là? Je ne sais pas lequel des deux. Un président élu américain qui vient de lancer par intermédiaire d'une de ses compagnies un projet DeFi sur AAV. Sur AAV, donc voilà, ça en dit long sur ce qu'on pourrait anticiper de l'année 2025. Non, c'est vrai que ça risque de se développer beaucoup. Et puis, dernière question qui est plus un avis comme ça. Beaucoup disent en fait, ce qu'on va regarder, c'est pas tellement ce que va faire la SEC, mais plutôt ce que ne va pas faire la SEC finalement. Parce qu'en fait, le gros problème de la SEC, c'est que l'appuyer sur le frein a été bloquante. Mais en fait, est-ce que finalement, on n'attend pas vraiment que la SEC fasse quelque chose, mais qu'elle ne fasse pas rien, mais qu'elle juste laisse les projets se développer? Est-ce que vous avez par exemple, Marguerite, en tant que... Après, à la tête d'un oui et fonds, non, mais ça peut être un petit peu dangereux parce que, en fait, tout le danger qu'on a vu sur les dernières années aux États-Unis, c'est le fait qu'en fait, jusqu'à un certain moment, il ne s'est rien passé. Donc les boîtes ont plus développé dans la crypto et en fait elles ont opéré dans une zone grise puisque le cadre de jeu n'a pas été défini, et ensuite quand il y a un changement de présidence, que ce soit au niveau de la SEC ou au niveau des États-Unis, les boîtes se font rattraper en disant attendez, ça c'est les règles du jeu. Donc en fait j'aurais tendance à penser que c'est toujours mieux de définir ces règles du jeu et donc
de faire, puisque sinon ça s'inscrit pas tellement dans un cercle pérenne. Bon, il faut faire, mais pas trop. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marguerite de Taverneau, donc directrice du fonds Ledger Cathay, et Jérémy Lebescon, responsable éditorial chez CoinShares. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.